Nickel. Donc, on va, on va commencer là. Ça sera plus simple. Je te laisse, Eric, entamer Yes. l'introduction de tout ça et puis y aller. Ok. Moi, je. Allez, moi je vais commencer en tout cas par parler par le côté préventif concernant les douleurs. On va déjà commencer par une prévention assez globale. Je vais vraiment parler des bases, hein. On va vraiment partir sur du classique. Si un corps il est en bonne santé, un corps sain dans un esprit sain, il y a moins de blessures. Un corps mobile, tonique, vigilant et réactif, il va moins se blesser. Et là, il y a différentes façons d'agir. Déjà, tout simplement, une bonne hygiène de vie. Il y a des choses qu'on contrôle et qu'on ne contrôle pas forcément après, hein. On commence par le sommeil déjà. 7-8 heures de sommeil en moyenne, c'est l'idéal. Si on se repose bien, on recharge les batteries. On va parler aussi de l'hydratation. Il faut savoir que le corps, c'est quand même, chez un adulte, c'est 60% d'eau. Chez un enfant, c'est 80%. Donc, il faut en permanence le renouveler. Les tendons, les muscles, ils ont besoin d'être renouvelés. Alors, l'idéal, c'est pas forcément de boire d'un coup 1 litre d'eau le soir parce qu'on se dit on n'a pas bu d'eau. L'idéal, c'est vraiment d'avoir au travail, d'avoir une bouteille d'eau ou une gourde, c'est plus écolo. En permanence, c'est de boire un petit peu. Pas forcément d'attendre d'avoir soif pour boire. Souvent, c'est que c'est déjà trop tard, en fait, hein. Il y a l'alimentation équilibrée. Après, il y a Cédric qui va parler de ça aussi tout à l'heure. Il y a aussi le fait d'être mobile, pas trop être sédentaire aussi. Enfin, il faut pas longtemps rester, quoi. Les gens qui travaillent devant un ordinateur, par exemple, il faut pas qu'ils restent 4-5 heures d'affilée devant l'ordinateur, il faut qu'ils bougent. C'est important de bouger, de rester mobile, si possible, de se déplacer à pied, pas que de la voiture ou en vélo. Euh, Après, bon, il y a côté mobile, il y a bien sûr une activité physique régulière à faire. L'idéal, c'est au moins 2 fois, 3 fois. Une fois, ça me paraît pas suffisant. Au-dessus de 4 fois, 5 fois, bon, il faut commencer à avoir une bonne hygiène de vie à côté pour compenser, quoi. Après, il y a tout le côté psychisme et émotionnel, en fait, hein, qu'on peut prendre en compte aussi, hein. Si on est anxieux, si on est stressé, le corps il est moins vigilant, en fait. Il est moins réactif. On va plus facilement se blesser. On a la tête ailleurs, on peut pas en penser comme ça, en fait. Euh, D'ailleurs, on le voit, les sportifs qui durent le plus longtemps possible et qui se blessent le moins, c'est ceux qui ont la meilleure hygiène de vie, hein. Il y a pas photo, hein. Après, il y a ce qu'on contrôle moins aussi par rapport au corps en bonne santé, c'est la génétique. On n'est pas tous égaux sur le système musculo-squelettique, hein. Il y a des gens qui vont plus facilement avoir des problèmes de dos ou autres, hein, de genoux. Il y a aussi des gens qui ont un très bon physique, qui vont se blesser jamais aussi, mais ça reste quand même assez rare quand même, hein. Il y a tout ce qui est les antécédents aussi traumatiques. Les gens qui ont eu des blessures au genou, forcément, bah, après, il faut qu'ils fassent d'autant plus attention. Il peut y avoir des compensations. Après, il y a l'âge aussi à prendre en compte. Quand on a 20 ans et quand on a 40 ans, c'est pas la même façon de faire plus attention. À 20 ans, on peut très bien sortir, on dort 2 heures et le lendemain, on va faire du sport et tout va bien. À 40 ans, c'est plus dur quand même, hein. Donc, plus le temps passe, plus il faut y faire attention aussi, hein, à prendre soin de soi. Il y a aussi, il y avait quoi que je voulais dire? Ouais, tac. Oui, par rapport à l'âge aussi. Souvent à 20 ans, bon, pour beaucoup, on est étudiant, on a moins de stress dans la vie. Quand on a 40 ans, on a des responsabilités au travail, on a la famille, tout ça, ça y joue aussi, hein. Donc, il faut aussi prendre ça en compte que tous ces petits stress, toutes ces petites tensions qui peuvent s'accumuler font que le corps va être moins vigilant, moins réactif et
le corps sur le moindre geste, sur un mauvais geste, il peut se blesser. De manière générale, sans forcément que ce soit que dans le sport. Après, on peut venir là, on va revenir au niveau du sport. Ça reste quand même le sujet. C'est comment prévenir un peu les douleurs dans le sport. Tac. Alors, dans les blessures qu'on peut retrouver dans le sport, vous avez celles qu'on ne peut pas forcément contrôler. Je vais sortir un exemple, un gigatamé qui est un peu bourriné. Bon, bah voilà, le coup il passe, hein, on n'y peut rien, hein. Après, vous avez celles, je pense en tout cas, c'est même sûr, c'est toutes les blessures, les entorses qu'on peut avoir. Que parfois, si le corps était bien en forme, était vigilant, le corps aurait pu réagir et se positionner d'une bonne manière, sans forcément avoir l'entorse. Il y a des moments où on ne peut rien y faire. Bon, le gars, il vous tombe dessus, il vous tord le genou. Et il y a des moments, si le corps était bien, il aurait pu éviter la blessure. Et après, vous avez toutes ces petites blessures qu'on a tous déjà ressenties à la fin d'un cours ou de la bobologie. Bon, ils vont en parler après des douleurs, les autres, mais c'est plus les petites douleurs au dos, au coude, au cou, au genou. Alors souvent, ces douleurs-là, elles vont passer après avec le temps, pas forcément rester. Parce que le corps de lui-même, il essaye de soigner, il essaie de récupérer. Et c'est là d'autant plus qu'il faut faire attention à la récupération derrière. Et parfois, si ces douleurs restent, elles traînent, il faut y faire attention parce que bon, soit c'est là qu'il faut consulter, il faut y faire attention parce qu'en fait, il peut y avoir un système de compensation qui s'installe. Par exemple, si vous avez une gêne au genou, vous allez protéger votre genou, donc vous allez solliciter plus la cheville, la hanche, le dos, et c'est là que ça peut devenir un système d'usure sur ces zones-là, et elles peuvent se blesser. Donc, il faut quand même faire attention de pas trop laisser les douleurs qui traînent, en fait. Faut pas forcément s'alarmer des coins de douleur, mais dès que ça commence à traîner, il faut y faire attention. Ensuite, on va revenir au cours. Au cours du JV. Attendez, je reprends. Voilà. Bon, c'est surtout, en fait, ce que je vais dire par rapport au cours, c'est plutôt pour les gens qui débutent, on va dire. Quand on fait un sport, on reprend progressivement. Quand on fait une reprise dans le sport, on ne reprend pas comme un bourrin, bien sûr, hein. Il y a déjà l'échauffement. Là, avec toi, Pank, souvent on commence directement par un échauffement spécifique à deux. L'idéal, c'est que les gens, s'ils peuvent, c'est se faire un petit échauffement articulaire, notamment les cervicales, les genoux et tout ça. Et comme je dis, c'est un échauffement spécifique à deux. Donc il faut faire attention. On va reparler du rôle du hooké, du hooké. Le hooké, il est important, le partenaire. Quand il nous fait les cours, au début, on pose les mains. Ensuite, on se met en position pour amener au sol. Et ensuite, on fait le takedown. Déjà, c'est pour une évolution dans la technique, mais c'est aussi pour pas se blesser, en fait. Si dès le début, on fait des takedowns, avec le dos qui est pas chaud, il va pas aimer, hein. C'est d'abord pour l'apprentissage de la technique et c'est aussi pour éviter les blessures. En plus, souvent, il nous fait le cours. Ah oui, c'est aussi là-dessus que je voudrais partir. C'est quand on fait le travail à deux, notamment sur la technique. On a une technique souvent pour amener au sol, une technique au sol. Et il faut que le hooké soit réactif par rapport à la technique, mais il ne faut pas forcément qu'il soit dans l'opposition toujours. C'est-à-dire que parfois on peut retrouver ça, parfois je sais pas, quand on débute, c'est pas forcément qu'ils ont envie de mal faire en fait. C'est qu'ils ont envie d'aider, se dire, il faut que tu sois le plus proche de la réalité, mais déjà réussir à une technique euh, sans forcer, sans opposition, déjà ça peut être compliqué. Et après, une fois qu'on réussit à la technique sans opposition, là on peut passer avec une petite opposition. Et il faut que ce soit un échange, je pense, entre les deux, entre le hooké et le tori. Dire, bon, là tu commences à réussir la technique, à bien la faire. Est-ce que tu veux mettre un petit peu d'opposition? Que ce soit le hooké qui dit, écoute, je la sens bien, on peut faire. Soit le tori dit, vas-y, là je le sens bien, on peut passer un petit peu d'opposition pour évoluer la technique. Quand on apprend à courir, avant de courir, on marche, et avant de marcher, on se lève. On apprend à se lever. Si on essaie directement de courir,
on tombe et on peut se faire mal. Alors, je ne dis pas forcément qu'on va se blesser parce qu'on met un peu d'opposition, mais c'est des petites usures qui peuvent se rajouter à chaque fois, en fait. Et puis, je pense que pour l'apprentissage de la technique, c'est bien de réussir, voilà, d'apprendre déjà doucement, sans opposition. Et une fois que c'est bien maîtrisé, on passe à la suite. Tac, tac, tac. Voilà. Après, bon, parce que le moment de l'opposition, pour moi, c'est surtout le randori. C'est là où on sort, en fait, de sa zone de confort, le randori. C'est important de sortir de sa zone de confort, hein. Ça reste un sport d'opposition. Mais il faut quand même voilà, faire attention dans l'apprentissage des techniques. Pas du tai chi qu'on fait, c'est un sport de contact. Et le but, c'est quand même d'essayer de pratiquer le plus longtemps possible. Il y a des sports qu'on ne peut pas pratiquer longtemps. Les gymnastes, il n'y a pas de gymnaste à 40-50 ans, hein. Les arts martiaux, on peut les pratiquer longtemps. Mais il faut bien le faire. Et c'est l'idéal, c'est d'aller le plus loin possible. Comme ça, on sera tous à continuer à 60 ans. Et à 60 ans, logiquement, on est tous ceinture noire, hein. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, plus ou moins. Cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, les gars, notez les éléments sur lesquels vous aimeriez avoir des questions ultérieurement. On le fera sur une autre session. Comme ça, là, tout le monde peut passer ce soir et partager un petit peu. De toute façon, il y aura la vidéo qui sera dispo. Donc, s'il y a des éléments que vous voulez réécouter, comme ça, vous pourrez poser les questions la prochaine fois sur certains éléments, peut-être avoir des trucs plus spécifiques. Comme il a dit, là, c'était très généraliste. Mais ça vous donne les éléments pour prendre l'attention. Parce que j'ai trouvé intéressant, mais tu as dit que les autres allaient revenir, c'est que tu as vachement utilisé la notion de capable d'être mobile et disponible pour ne pas se blesser. Ça, c'est super intéressant comme notion, je pense à AD. Ok. Cool. C'est qui après? Faut unmuter, les gars. Yes. On y va. Je vais tenter de partager mon diapo. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez mon diapo là? Ah, ça y est, ça arrive. Oui. C'est bon, vous y êtes? Ouais. Vous voyez ma souris? Oui, c'est bon. Tout le monde entend? Ouais, c'est bon, Cédric. C'est bon, hein. J'ai aucun retour. Ouais, c'est bon, on le voit. T'entends rien? C'est bon, j'y vais? Yes. Ouais, d'accord. Ça, merci. Tout le monde m'entend? Ouais. Yes. Ah, c'est bon, ok, c'est bon. J'ai vu l'input. Ok, parfait, je commence. Donc, je vais vous donner beaucoup d'informations. Donc, le principe, c'est que vous puissiez regarder la vidéo juste après. Après, moi, je suis disponible le mardi soir et tout, donc pour en discuter. La première diapo, ça va être une présentation générale pour que vous compreniez bien les enjeux physiologiques qui interviennent, notamment pendant le sport. Donc, ne vous inquiétez pas, à la fin, vous aurez des conseils alimentaires pour répondre aux besoins physiologiques que j'aurais parlé juste avant. OK? Donc, on va commencer par vous dire quand même que là, tous les données que je vais vous donner concernent des gens qui sont en bonne santé et qui peuvent avoir des troubles mineurs parce qu'ils s'alimentent mal. Donc, si vous avez un problème de santé, on est bien au-delà de ce que je vais donner aujourd'hui. Donc, le corps, l'organisme, il a besoin de nutriments qui est contenu dans notre alimentation. Les nutriments, la définition d'un nutriment, c'est une molécule qui va être absorbée et être utilisée par l'organisme ensuite. Tout le reste, ça va aux toilettes. Après digestion, assimilation, c'est utilisé par l'organisme pour faire sa propre synthèse. Alors, il a besoin de quoi? Il a besoin d'énergie
et il fait ses propres molécules, l'organisme. Il a besoin de personne. Il faut lui donner le matériel et c'est lui qui construit tout. L'énergie, attention, ne pensez pas que c'est l'énergie pour faire du JJB. L'énergie, ça peut être ne serait-ce que pour faire rentrer les aliments dans notre organisme, il a besoin d'énergie. Pour que les nutriments pénètrent dans les cellules, il a besoin d'énergie. 30% de l'énergie, c'est juste que les molécules arrivent dans la cellule. Donc, on ne parle pas de contraction musculaire. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, les nutriments, qui sont les seules molécules que le corps absorbe, on les a rangées en famille, que vous connaissez. Il y a les lipides, les glucides, les protides, les minéraux et les vitamines. Là, c'est tout ce qui absorbe. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de fibres. Les fibres, ils ne les absorbent pas. Vous les mangez, vous les avez aux toilettes, ils ont leur fonction primordiale et capitale pour la santé, mais ils ne les absorbent pas. Là, je vais vous montrer un peu le chemin que prend un nutriment à partir de l'aliment jusque dans l'organisme. Les lipides, elles sont rangées, elles sont stockées, comme nous les stockons, sous forme de triglycérides. Ça, c'est un mot que vous avez déjà entendu assurément. Les triglycérides, c'est la réunion de 3 acides gras. Okay, c'est le mode de stockage de la graisse par les plantes et par les animaux comme nous. Seulement, l'organisme n'absorbe pas de triglycérides. La digestion va libérer les acides gras un par un, et puis c'est ça qui va être dans la circulation sanguine après absorption de l'intestin. Les acides gras, ensuite, ils sont soit directement, les cellules, elles ne sont pas bêtes, vous venez de manger, ça se retrouve dans le sang, elles se servent ce dont elles ont besoin. Et après, c'est stocké, nous aussi, on le restocke dans notre gras, sous la même forme que nous l'avons mangé, sous la forme de triglycérides. Donc, on a séparé et on reconstruit derrière pour stocker. Les glucides, qui sont les sucres. Alors, il y a plusieurs types de sucres. Moi, je vais me contenter que d'aborder les sucres qu'il y a dans les féculents, c'est-à-dire l'amidon. Alors, l'amidon, c'est le stockage des sucres par les plantes, par les céréales. C'est une réunion de glucose. Et là, pareil, le corps, il ne peut pas absorber l'amidon. Il est obligé de tout casser, d'en sortir le glucose. Il se retrouve dans le sang et c'est stocké chez nous en glycogène. On va y revenir. Donc, on l'a réassemblé différemment. Ce n'est pas du tout le même assemblage que là. Et on l'a stocké. Les protides, c'est à base d'acides aminés. Les protéines, c'est un ensemble d'au moins 100 acides aminés. Mais là, pareil, notre organisme, il n'absorbe pas de protéines. Il en est incapable. Il la démonte. Il absorbe les acides aminés qui ne sont pas absorbés. On va y revenir, mais vous pouvez considérer que nous, on ne fait pas de stock d'acides aminés. Et ensuite, l'organisme, il utilise ces acides aminés pour faire ses propres protéines. Mais nous, on n'absorbe pas de protéines. Et ensuite, les minéraux et les vitamines. Alors, j'ai dit complexé parce que les minéraux sont liés. Bref, c'est absorbé et on ne fait pas tous des réserves. Il y en a certaines plus ou moins, mais vous pouvez considérer qu'il n'y a pas beaucoup de réserves de minéraux et de vitamines, à part le calcium dans les os. Donc, vous voyez bien que ici, là déjà, ce que vous pouvez retenir, c'est que si vous avez des soucis déjà de digestion, vous aurez beau apporter tout ce que vous voulez à votre organisme, c'est-à-dire ce qu'il faut, avoir une alimentation équilibrée, au final, rien ne passera là. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont passer la barrière intestinale et vous aurez des déficits alors que vous mangez bien. Donc, si déjà vous avez des soucis de digestion, douleur intestinale, diarrhée, constipation, il faut aller consulter et trouver l'origine. Donc, ne mettez pas en place des modifications de votre alimentation alors que vous avez des troubles de la digestion, sachant que l'anxiété ou le stress, à eux seuls, peuvent gérer des troubles de la digestion et donc vous allez balancer les nutriments aux toilettes alors que vous les mangez. Donc, deuxième diapo, c'est là où ça commence à être sérieux. Si j'arrive à placer. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'informations. Vous suivez la flèche. Et là, on va l'appliquer au sport. D'accord? Donc, on a dit apport alimentaire, digestion, assimilation, ça se retrouve dans la circulation sanguine. On a vu que c'était les acides gras. Les lipides, ils ont été découpés, il y a des acides gras. On va les stocker dans ce que l'on appelle le tissu adipeux, c'est la graisse. Donc, on va le réassembler. Alors là, c'est bien parce que c'est disponible pour notre organisme. Parce qu'un acide gras, la graisse, eh bien, il ne s'en sert pas que pour stocker et faire du chaud l'hiver.
Un acide gras, ils en font des hormones. L'acide gras, ça sert dans votre immunité et les défenses immunitaires. Il y a des acides gras, certains acides gras sont anti-inflammatoires. Et les acides gras servent aussi d'énergie. Alors, c'est intéressant parce que là, on voit déjà que les acides gras, donc la graisse, il y a des acides gras qui sont anti-inflammatoires. On les appelle les oméga 3. Ça, vous en avez déjà entendu parler, c'est certain. Les oméga 3, ce qu'il y a de bien, c'est que la cellule, elle peut faire ses propres acides gras. Elle n'a pas besoin de manger d'acides gras. Si elle a besoin de tel acide gras et que vous ne l'avez pas mangé pour faire une hormone, eh bien, il va un peu s'arranger avec du glucose et il va arriver à faire de l'acide gras pour faire l'hormone. Pratique. Le problème, c'est que le corps, il ne sait pas faire des oméga 3. C'est pour ça qu'on les appelle des acides gras essentiels. Et si votre acide gras, l'oméga 3, il n'est pas dans votre alimentation, vous ne pourrez pas profiter de ces effets anti-inflammatoires. Le sport est un provocateur d'inflammation. C'est physiologique. Le corps a ce qu'il faut pour y répondre. Si vous mangez correctement vos oméga 3, le corps, il va gérer l'inflammation et ça va même, il va même s'adapter à en gérer de plus en plus de l'inflammation. Donc, il faut absolument manger de la bonne graisse. Déjà, il faut manger de la graisse. Il y en a, c'est pas rentré dans leur tête. Il y en a qui se privent de graisse alors que c'est capital, ça fait des hormones et pour votre défense immunitaire. Mais aussi, c'est anti-inflammatoire pour le sport. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure comment manger les acides gras essentiels. Une autre chose, le tissu adipeux. Le gras, les triglycérides, donc, le mode de stockage des acides gras, il est stocké dans des adipocytes qui constituent le tissu adipeux. Ces adipocytes, ce sont des cellules qui contiennent du gras. Plus vous prenez de poids, plus les cellules adipocytaires, elles sont de plus en plus grosses. Et plus elles sont de plus en plus grosses, plus elles disséminent dans la circulation sanguine des molécules pro-inflammatoires. Donc, le surpoids provoque de l'inflammation. Donc, imaginez que vous êtes en surpoids, vous ne mangez pas vos oméga 3, vous avez de l'inflammation en permanence, ce qui provoque les maladies dues à l'obésité. Donc, manger de la graisse, c'est hyper important, mais de la bonne graisse. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Mais on est d'accord, les acides gras, ça sert à faire de l'énergie, je vais y revenir. Ensuite, les glucides, donc, nous on stocke les sucres, l'amidon, ce qui est contenu dans les féculents, très important. On absorbe les féculents, ils deviennent du glucose. Le glucose est stocké sous forme de glycogène. Alors là, autant le tissu adipeux et la graisse, c'est considéré comme des réserves illimitées. Vous ne serez jamais en manque de graisse. Même si vous avez une masse graisseuse de 5% comme Cristiano Ronaldo, et ça ne changera rien, vous n'en manquerez jamais. Par contre, du glycogène, alors, on les stocke dans les muscles et dans le foie. Dans le foie, il y en a 150 grammes. Dans les muscles, il y en a 250 grammes. Ces chiffres, ils sont hyper variables. Vous en trouverez beaucoup plus dans les muscles, suivant si, voilà, il y a qualité génétique aussi. Celui qui est dans les muscles, le muscle, une fois qu'il a le glucose, il le transforme en glycogène et il reste dans le muscle, il ne servira qu'à vous bouger. Il ne ressortira jamais. Le foie, lui, le foie, il a du glucose et c'est hyper important parce que c'est lui qui va gérer la glycémie dans le sang. Pourquoi c'est très important? Entre autres, pas que, mais le cerveau, lui, vous pouvez considérer là maintenant qu'il ne mange que du glucose, le cerveau. Que de ça. Et en plus, c'est pratique parce que, vous voyez, il en mange à peu près 150 grammes par jour. Donc, vous imaginez bien que le foie, il est là quand même pour s'assurer qu'il y a assez de glucose pour le cerveau. Et ça, c'est très important. Je vais y revenir dans quelques secondes. Le glucose, il est utilisé pour quoi? Pour faire de l'énergie, on est d'accord, comme les acides gras. Il est utilisé pour faire l'ADN, il est utilisé pour faire les groupes sanguins. Donc, on est d'accord, il n'est pas non plus utile qu'à faire du sport. Alors, c'est là où il y a une notion hyper importante pour vous. Vous avez vu que j'ai dit que les acides gras, ils servent à faire de l'énergie. Le glucose, il sert aussi à faire de l'énergie. Et en permanence, l'énergie que vous avez pour vivre, on va rester dans le sport, pour faire du sport,
L'énergie vient à la fois en permanence des acides gras, de votre graisse, et des sucres, du glucose, en permanence. Le problème, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes là en train de m'écouter, sur 100% de l'énergie que vous utilisez pour m'écouter, il va en avoir 90% qui viennent de la graisse et 10% qui viennent du glucose. Ok, c'est ce schéma-là. En jaune, c'est la graisse. C'est parce que vous faites un effort qui a très basse intensité. Donc, c'est la graisse qui est prioritaire et qui est vachement utilisée. Imaginons, vous décidez de trottiner, tout simplement, à vitesse moyenne. L'énergie, la quantité totale d'énergie nécessaire pour trottiner, elle est un peu plus importante. Et là, la proportion de glucides utilisés et d'acides gras, elle est égale. Et là, vous voyez que du coup, autant là, à basse intensité, le glucose est épargné, donc votre réserve, elle n'en souffre pas trop, autant là déjà, vous regardez qu'à une vitesse moyenne, eh bien, vous commencez à taper dans votre réserve de glycogène, de glucose, qui n'est pas illimitée. Et là, vous décidez de faire un sprint, alors pas un sprint, non, c'est pas un sprint, c'est autre chose, mais vous décidez à augmenter l'intensité en tout cas, et là, vous voyez que vous consommez beaucoup de glucose pour peu d'acides gras, à haute intensité. Et c'est là où c'est important. C'est-à-dire que votre corps, il n'est pas con. À un moment donné, si vous tapez trop dans votre réserve de glycogène, eh bien, il va dire stop à un moment donné, parce que sa priorité, c'est le cerveau. Et il va couper les vannes. Et vous allez me dire, c'est pas grave, s'il coupe les vannes, on prend dans les acides gras. Non. En fait, s'il coupe les vannes de glucose, vous allez avoir une baisse de régime. C'est ce qu'on appelle au marathon le mur. Ce qu'on appelle, si vous regardez le Tour de France, ils ont des fringales dans le col, c'est qu'ils ont mal géré leur réserve de glucose et qu'ils ont une baisse d'intensité très, très importante. Ça veut dire que si vous faites une journée de compétition, alors je n'ai jamais fait de compétition à JJB, mais je pense que les combats, ça dure et ça dure. Si vous faites des combats de fou, toujours à haute intensité, vous tapez dans votre glucose et à un moment donné, vous allez avoir une grosse baisse de régime. Donc, quand Panksy vous dit « soyez pas tendu tout le temps », voilà une raison de plus de ne pas l'être, pour économiser votre glucose et pour ne pas avoir à la fin de la matinée ou à la fin de la journée, au moment de la finale, de ne pas plus avoir d'énergie. Pour cela, vous devez gérer votre intensité, pas être toujours à fond, et vous devez aussi boire du glucose pour justement en avoir disponible dans le sang et pour éviter de taper dans votre réserve personnelle de glucose. Donc, on peut appliquer la même chose pendant l'entraînement. Donc, boisson à base de glucose pour réserver ces réserves. C'est très important. Voilà. Je rajouterai quelque chose. Je sais qu'il y en a qui j'ai déjà eu une question, on me la pose toujours. Comment on fait pour perdre du poids? Quand vous voulez perdre du poids, si vous faites du sport à cette intensité-là, c'est-à-dire à moyenne intensité, où vous consommez autant de glucose que d'acides gras, vous allez transformer votre organisme pour que, à basse intensité, il utilise encore plus de gras. Ça veut dire que vous consommerez plus de graisse au repos, là, quand nous parlons. Le fait de s'entraîner à cette intensité-là. Donc, si vous voulez perdre du poids, ça ne sert à rien d'être là. Vous allez gaspiller votre glucose pour rien, vous allez faire une hypoglycémie, vous n'allez être pas bien. C'est là où il faut aller. Voilà. D'ailleurs, les cyclistes qui font au Tour de France, ils font des courses de 200 km tous les jours, ils s'entraînent, je crois que c'est 80% de leur temps, 90% de leur temps, à cette intensité-là, pour consommer le plus d'acides gras pour taper dans ces réserves. Et pour qu'ensuite, à l'arrivée, quand ils ont un col à la fin, ils vont être là forcément pour monter le col, mais ils auront économisé leur stock. Et ils boivent, bien sûr, du glucose toute la journée. Voilà. Ensuite, on va revenir. Apport alimentaire. Des acides aminés, donc. Les protéines, on les découpe. C'est les acides aminés qui arrivent dans la circulation. Et vous voyez que les acides aminés, les protéines, ça sert à faire des protéines, des hormones, de l'immunité. Moi, je m'occupe de l'alimentation de personnes qui sont tellement en déficit
de protéines qu'ils ont des soucis immunitaires. Donc, si vous ne voulez pas être malade, déjà, il faut manger du gras et il faut manger de tout. Et ça sert. Alors, j'ai mis énergie. Alors, en théorie, il n'y a pas de réserve. En théorie, on n'utilise pas les acides aminés pour faire de l'énergie, sauf dans des conditions de stress de l'organisme important. J'en citerai 2. Le jeûne, si vous jeûnez suffisamment longtemps, eh bien, plus vous jeûnez, plus vous mangez plus de glucides. Et forcément, à un moment donné, les réserves vont être vides. Mais le cerveau, lui, il faut l'alimenter, sinon vous allez mourir. Eh bien, le corps, il est malin. Il va transformer des acides aminés, on appelle ça les corps cétoniques. Et le cerveau, il peut manger des corps cétoniques. Et le problème, c'est que vous n'avez pas de réserve de protéines. Donc, les protéines, il va les prendre où? Il va les prendre dans les muscles. Donc, ceux qui s'amusent à faire du jeûne, vous bouffez vos muscles. Et en plus, ça acidifie le sang, donc vous pouvez être en acidose, dans des jeûnes très longs. Il y a un autre stress de l'organisme où on utilise l'acide aminé pour faire de l'énergie, c'est pendant des efforts hyper longs, comme le marathon, on appelle ça le cannibalisme du marathonien, où il y a ce système-là. Et c'est pour ça que dans les marathoniens, dans leur boisson, ils ont des acides gras, ils ont du glucose et ils ont certains acides aminés. Très bien, on passe en bas, les minéraux. Alors là, je ne vous ai pas mis tous les minéraux. Je vous ai mis, vous le lirez, les minéraux et dans quelle mesure ils nous intéressent pour le sport. Alors, j'ai mis une option, vous imaginez bien, qui ne sert pas qu'à la contraction musculaire. Vous regarderez, vous verrez que tous les... Ils ne sont pas tous, les minéraux, mais tous sont intéressants pour notre pratique sportive, ainsi que les vitamines. Ce que je voulais mettre en lumière ici, c'est que tout organisme qui utilise de l'oxygène crée des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est physiologique. Les radicaux libres sont très, très mauvais pour notre santé. Ça c'est clair. C'est une molécule qui est créée dans les cellules par la manipulation de l'oxygène et qui va engendrer des lésions cellulaires. Donc, ça veut dire que le sport, qui augmente notre consommation d'oxygène, crée beaucoup de radicaux libres. Il y a même une époque, il y a des décennies, quand on a découvert ça, il y en a même des chercheurs qui se sont dit, mais en fait, le sport, c'est pas bon pour la santé, il faut arrêter, ça crée des radicaux libres, on se détruit, quoi. Sauf que notre corps, après, on a découvert qu'il y avait des défenses antiradicalaires. Et ça, c'est très important. Je vous ai mis des flèches et pour vous montrer les minéraux et les vitamines qui sont utilisés pour une défense antiradicalaire. Et ça, c'est très important que vous ayez les minéraux et les vitamines qui vous permettent de combattre ce stress oxydatif. J'essaie de défense antiradicalaire, stress oxydatif, c'est des mots que vous pouvez rencontrer dans les articles que vous lirez sur Internet. Donc, d'où l'intérêt pour nous les sportifs des minéraux et des vitamines. Vous savez pourquoi, entre autres. Donc, beaucoup d'informations. Là, c'est un résumé. Donc, du coup, pour avoir vos acides aminés essentiels, parce qu'effectivement, j'ai parlé des acides aminés ici, et le corps, il sait fabriquer lui-même des acides aminés, mais pas tous. Donc, il faut aussi que vous ayez des acides aminés essentiels dans l'alimentation pour qu'ils puissent l'avoir et synthétiser certaines protéines contractiles pour les muscles, certaines hormones qu'ils ne pourraient pas faire. Donc, pour être certain d'avoir ces acides aminés essentiels, il faut manger en proportion. Je n'ai pas mis de quantité parce que vous imaginez bien qu'en fonction du poids, c'est du simple double. Mais en proportion, vous devez manger 2/3 de protéines animales pour 1/3 de protéines végétales. C'est la proportion. D'accord? C'est très important. Il faut savoir que dans les protéines animales, il y a tous les acides aminés que vous avez besoin, notamment les acides aminés essentiels. Dans les viandes, vous pouvez être certain. Dans les protéines végétales, c'est possible, mais il faut faire des mélanges précis. Les végétariens, c'est des questions précises. Vous pourrez me poser des questions en cours, j'y répondrai. Dans tous les cas, voici la proportion, si vous n'êtes pas végétarien, de ce qu'il faut manger, d'où vous allez sortir vos protéines. C'est très important. De plus, les protéines animales
sont beaucoup mieux assimilées que les protéines végétales. Ça veut dire que les protéines végétales, vous en mangez, il y a une grosse partie qui va dans les toilettes. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir les protéines suffisantes et en plus en qualité, il faut compter sur les protéines animales. Les prises alimentaires des protéines, c'est 3 fois par jour. C'est-à-dire petit déjeuner, midi et soir. Elles sont beaucoup mieux à absorber. Si vous en prenez la quantité nécessaire en une seule fois, il y en a plein qui vont aller aux toilettes, même si vous mangez que de la viande. Il faut répartir ces prises de protéines. Le matin, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que tu bouffes comme protéines le matin? Ben oui, les œufs, du jambon, c'est très bon pour la santé. Donc, vous tirez vos acides aminés, vos protéines des VPO, viande, poisson, œuf. L'œuf, c'est top. L'œuf, vous avez tous les acides aminés nécessaires. C'était considéré comme les protéines dans les œufs, comme les meilleurs que vous trouverez sur la planète. Et les produits laitiers. Alors, je vais répondre tout de suite à une question qu'on pourrait me poser. Ah oui, mais les œufs, ça fait du cholestérol. Alors ça, c'est des grosses conneries que vous entendrez. Les œufs ne donnent pas des maladies qui font que vous avez trop de cholestérol dans le sang. Ça n'existe pas. Et c'est des études qui ont été faites aux États-Unis sur plusieurs millions de personnes. Les États-Unis, quand ils font des études, ils ne rigolent pas. Donc, alors pour le cholestérol, j'en parle maintenant. Si vous avez un problème de cholestérol, ça n'a rien à voir, mais rien du tout, avec le cholestérol que vous ingérez. C'est que vous avez une maladie métabolique qui entraîne du cholestérol dans votre sang. Mais ce n'est absolument pas lié au cholestérol que vous avalez. Ce n'est pas ça qui a déclenché cette maladie. Par contre, quand vous avez cette maladie, c'est-à-dire trop de cholestérol dans le sang, on réduit le cholestérol. C'est à ce moment-là. Mais si vous n'avez pas ce métabolique, le cholestérol, vous pouvez en manger, il n'y a pas de souci. Les glucides, donc, les glucides, j'ai mis et fibres, parce que les fibres, c'est des sucres qui ne sont pas digérables, mais ça reste des sucres. Les glucides à tous les repas. À tous les repas. Pour être sûr d'avoir suffisamment de fibres, il faut que vous mangiez une portion de glucides complets par jour et du pain complet. Et légumineuses 2 fois par semaine. Là, vous êtes certain d'avoir les fibres suffisantes. C'est très important. C'est capital pour votre santé, pour les cancers digestifs et autres, et pour votre confort digestif. Quand vous avez une compétition, il vaut mieux que... Enfin, le jour de la compétition, on en reparlera. En tout cas, des glucides à tous les repas et des glucides complets au moins une fois, s'il vous plaît, parce que en plus, les féculents complets, ils ont des minéraux et des vitamines que l'on a gardés. Dans les portions, dans les pâtes blanches, il n'y a plus rien industriellement. Voilà, donc ensuite, les acides gras essentiels. Donc, les oméga 3 notamment. Il faut manger pour avoir ces oméga 3 du poisson 2 fois par semaine, dont un poisson gras. OK? Il faut utiliser la bonne huile. L'huile de cuisson, vous restez à l'olive. Pour les assaisonnements, c'est colza. Il y a d'autres mélanges. Je vous dis celui qui est le plus efficace. Vous pouvez regarder, après on peut en reparler d'autres huiles. Mais pour avoir les oméga 3, si vous n'êtes pas à ça, vous n'y arriverez pas. Et vous ne profiterez pas de leur effet anti-inflammatoire. Les minéraux et les vitamines. Si vous voulez tout ce qu'il faut pour vos défenses, notamment antiradicalaires, 3 portions de légumes. Alors, vous avez vu, c'est 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. C'est les 5 fruits et légumes par jour. C'est vrai, et c'est pas économique. Par contre, il faut que sur les 3 portions de légumes, vous mangiez une crudité par jour. Pourquoi une crudité? Parce que quand vous chauffez les aliments, vous détruisez plein de vitamines et vous n'avez pas ce qu'il faut, donc une crudité par jour. Et la graisse, elle est hyper importante pour les vitamines liposolubles, vous allez l'entendre. Si vous ne mangez pas assez de graisse et de la bonne graisse, vous allez en plus perdre des vitamines. C'est trop important, la graisse. Là, j'ai mis boisson à l'effort. Donc, on a vu tout à l'heure que la boisson à l'effort, il faut manger pendant l'effort, c'est fait que c'est marqué. Et avant les compétitions. Alors, pourquoi avant les compétitions? Parce qu'il y a des gens qui stressent tellement que ça engendre, vous allez taper dans vos glucides à cause du stress avant la compétition. Et vous allez démarrer des compétitions avec un déficit de glucides. Et vous avez vu ce que ça peut engendrer, des baisses de performance assez importantes. Donc, je ne vais pas aller loin dans les détails parce qu'il y en a plein de boissons à l'effort, mais au moins, il y a cette information pour vous renseigner de votre côté. Donc, je sais que j'ai donné plein d'informations. Regardez la vidéo et je suis dispo
au club pour répondre. Il y aura une session de réponse. On va parler à la récupération. Alors là, je vais aller vite parce que la leçon, ce que vous devez retenir de la récupération, c'est que pour récupérer, les deux choses les plus importantes, c'est le sommeil et la nutrition. C'est bien dormir. La nutrition, c'est reconstituer les réserves que vous avez épuisées pendant le sport. C'est capital. Il n'y a que ça. Je vais dire plein de choses après, mais si vous n'avez pas le sommeil et la nutrition, ça rien. Vous n'y arriverez pas. Très bien. Je vais vous dire le plus efficace. Le plus efficace pour récupérer, c'est le massage. Ça a été prouvé. Ils ont fait des études où ils massaient sur une même personne une jambe et pas l'autre. Ils ont fait des biopsies et ils ont regardé que la jambe qui était massée récupérait beaucoup mieux. Le rouleau, je sais qu'ils font des massages avec les rouleaux. C'est pertinent aussi. Il y a des études qui ont montré que ce n'était pas aussi efficace qu'un massage, mais on est d'accord, on n'a pas tous un masseur à la maison. Surtout qu'il y a même des études qui ont montré que plus le masseur était expérimenté et plus vous récupérez bien. Mais le rouleau, c'est pertinent. L'immersion, c'est aussi très efficace. Je vous ai mis là les températures. L'immersion, c'est 11 à 15 degrés. L'alternance chaud-froid aussi. Mais c'est après le sport. Ça ne sert à rien de faire de l'immersion le lendemain. Hein. Ça ne sert à rien. C'est après le sport et jusqu'au cou. Les contentions, oui, ça sert. Pendant le sport, vous voyez des coureurs avec des contentions. Ça n'a pas été prouvé. Après les contentions, après le sport, oui. Pour les courbatures notamment, pas plus de 30 à 40 minutes. Après, ça ne sert à rien, les contentions. La récup active, c'est négatif pour les performances. C'est prouvé. Je sais que vous allez me dire, le PSG, il fait des décrassages. S'ils font des décrassages, c'est hallucinant. Ça a été prouvé qu'ils ont testé, ils ont pris des groupes où ils faisaient de la récupération active et d'autres où ils ne faisaient rien. Et ils leur ont fait courir 1 jour, 2 jours après, des groupes différents. Les mecs qui ne font rien, ils s'en sortent mieux par les performances futures. Donc, la bonne récup, c'est dormir, manger et rien foutre. C'est de la vraie récup. C'est ce qui marche le mieux. L'électrostimulation pour la récup, ça ne marche pas. Gardez votre argent, ça ne marche pas. Ce qui est à la mode, c'est la cryothérapie. La cryothérapie, voilà les protocoles expérimentaux que j'ai vus. C'est 3 minutes à moins 180 degrés. C'est juste après le sport. C'est comme pour l'immersion, ça ne marche que si vous le faites dans l'heure qui suit. Donc, si vous allez faire de la cryothérapie pendant le boulot entre midi et 2, vous perdez votre argent, ça ne sert à rien. Les études sont formelles. Juste après le sport. Ça a un effet sur le sommeil et ça a un vrai effet anti-inflammatoire. Donc là, j'ai été rapide. Je vais enchaîner sur... vous pouvez tout mettre en œuvre, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, bien récupérer, mais vous pouvez aussi vous sentir mal parce que vous êtes en surentraînement. La question est comment repérer qu'on est en surentraînement. Alors, là, c'est compliqué. On ne le sait pas beaucoup. Il y a des prises de sang, mais vous n'allez pas faire des prises de sang, vous. Il y a un questionnaire, on appelle le POMS, j'ai mis la version française. C'est pour analyser votre anxiété. Les sportifs de haut niveau, j'ai discuté avec un docteur en STAPS qui m'a dit que c'était le seul vraiment élément pertinent pour tout un chacun pour savoir si vous êtes en surentraînement. Donc, c'est bien milieu sportif. Vous allez voir que ce questionnaire n'est pas utilisé qu'en milieu sportif, en psycho aussi, mais en milieu sportif, c'est utilisé par des grands labos, donc vous pouvez y aller. C'est laborieux, mais ça marche. La variabilité cardiaque. Donc, la variabilité cardiaque, ceux qui ne connaissent pas, quand vous avez une fréquence cardiaque de 70 battements par minute, entre chaque battement, il y a un intervalle de temps. Théoriquement, quand cet intervalle de temps est constant, ça prouve que vous n'êtes pas fatigué. La variabilité cardiaque, elle est mesurée par certaines montres du commerce. L'étude est en cours. J'ai discuté avec des labos qui me disent que ça sera pertinent, mais vous ne pouvez pas l'utiliser dans vos montres encore parce que les montres, elles sont pas assez, les études ne sont pas assez pertinentes encore pour vraiment se fier à la variabilité cardiaque pour voir si vous êtes surentraîné ou pas. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai dit beaucoup de choses. Regardez la vidéo et je suis dispo pour les questions la prochaine fois ou au club, il n'y a pas de souci. Voilà.
Merci. Au top. Merci. John, c'est bon, tu as eu ta petite réponse? Yep. Oui, tout à fait. Bon, alors maintenant, c'est à. C'est qui? C'est Delph ou c'est Vincent? Bah, comme tu veux, Delphine. Moi, je pense que peut-être si je fais d'abord et que tu fais ensuite, ce sera plus dans la continuité que l'inverse. Mais c'est comme tu veux. C'est Si elle est super. encore là. Ouais, c'est bon. Allez, ok. Ok. Alors, comment je partage mon écran? Et elle a fait un truc tout à l'heure. C'est à côté du smiley, tu vas voir en bas, il y a une espèce de carré avec un. Le carré avec la flèche, ça le fait? Ouais. Ok. Tac. Tac. Ça marche là ou pas? Ça demande un peu de temps parfois. Là, t'as rien qui vient. Alors, ça marche pas parce que moi, je vois toujours John. Donc, Mais il y a un alors, souci. déjà, je me pose la question de pourquoi tu as mis sur John, tu vois. Bon, voilà, c'est parti. C'était un chinois, c'est grave. Commencez pas. Ouais, t'y arrives pas, Vince? Oula, on a frisé Vince là. Ah, ça y est, on a vexé Simon. Putain, bravo John, t'as vexé Simon. Bon, et on a perdu Vince. Elle va se payer, John. Hein. Fais gaffe. Hein. Parce qu'il est en forme en ce moment, le Simon. Oui, ouais. Fais vraiment gaffe. Bon. Bah, peut-être que. Vincent, il revient. Je vais voir. Je Voilà, vais juste bon. reconnecter. Yes, Ah, ça y est, c'est je l'ai en double maintenant. C'est bon. Hop. On fait ça. Et là c'est bon pour vous? Non, c'est toujours pas bon parce qu'il faut que j'appuie là. Wesh. Allez. Wesh, pas comme ça ton PC. Mais je comprends pas, il me bolos. Il veut pas que je partage mon écran. Bon bah peut-être que le temps que je réussisse à partager mon écran, je comprends pas. Tu veux que je démarre, que j'essaye de partager le mien? Bah attends. Là, ah, c'est bon là ou pas? Attends un petit peu. Ouais, c'est bon. Ok, trop bien. Alors, du coup, moi je vais vous parler un peu de la douleur et de manière assez générale parce que évidemment on ne veut pas faire le cas particulier de chacun ce soir et que dans tous les cas ce sera toujours intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connaît parce que chaque situation est un peu différente, mais dans l'idée ça va être de comprendre un peu les principes de la douleur, comprendre ce que c'est, comprendre les différents types pour déjà avoir une meilleure compréhension de comment y réagir quand on a ces sensations-là, un peu dans la même idée que si vous voyez déjà à peu près quelle est la technique que votre adversaire est en train d'essayer de faire sur vous, ce sera forcément plus facile d'y réagir de manière cohérente et efficace, et vous saurez un peu plus quoi faire que si vous n'y comprenez rien du tout. Donc voilà, ça c'est juste la slide qui résume exactement ce que je viens de dire. Et ensuite, du coup, on va passer sur la définition de la douleur et on va décortiquer un peu la définition de la douleur pour essayer d'en sortir des petits des principes et pour commencer à comprendre justement comment on y réagit. Donc, la douleur, c'est une expérience sensorielle. Ça, je pense que tout le monde, enfin, c'est acquis pour la majorité d'entre vous, à mon avis. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est une expérience, donc c'est un truc qu'on vit, c'est subjectif. Et c'est sensoriel, ça veut dire on sent quelque chose et puis cette information-là, elle vient avec nos sens, c'est-à-dire avec les trucs qu'on perçoit, que ce soit des trucs qu'on perçoit à l'extérieur ou des trucs qu'on perçoit à l'intérieur de notre corps. Donc c'est sensoriel, ça, je pense que c'est plus ou moins acquis pour tout le monde, mais c'est aussi émotionnel. Donc la douleur, c'est en partie une émotion et ça peut être associé à d'autres émotions.
et ça peut même être entretenu par d'autres émotions et ou provoquer d'autres émotions. On sait qu'il y a un vrai lien entre la dépression, l'anxiété et les douleurs, et qu'un terrain anxieux ou un terrain dépressif va favoriser les douleurs aussi, et que l'expérience douloureuse va potentiellement être plus importante si c'est associé à du contenu émotionnel désagréable aussi. Et donc l'élément qui vient après pour faire la transition, c'est que c'est une expérience qui est désagréable, en tout cas normalement désagréable. Après, on est tous différents. Et donc c'est quelque chose de subjectif qui repose sur nos sensations, sur notre capacité à percevoir notre corps et l'environnement, et qui est associé, corrélé à nos émotions, et associé ou ressemblant. Alors attendez, j'ai fait une dinguerie dans le... Oui, non, c'est ça, ok, c'est juste là, très bien. Donc, c'est associé à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou alors ça ressemble à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc là, ça va nécessiter un petit peu plus de décortiquer. En gros, ce que ça veut dire, c'est que déjà, la douleur, elle n'est pas significative de blessure. On peut avoir mal et ne pas s'être blessé. Ça, c'est un des points les plus importants de ce que je vais dire là tout de suite. C'est que quand on a une douleur, on n'est pas encore blessé. En tout cas, pas tout le temps. Et donc, une douleur, elle peut survenir sur une vraie lésion, donc vraiment quelque chose de blessé. Elle peut aussi survenir sur une lésion qui est potentielle. Ça veut dire que le corps, il vient un peu en prévention, vous dire que une blessure pourrait arriver. Donc, parfois, quand vous avez des douleurs, ça vous incite aussi à lever le pied. Et puis, parfois, ça ressemble à une lésion tissulaire. Donc, on dirait que c'est blessé, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est aussi ça qui fait que ça aide pas trop, c'est qu'une douleur, c'est assez peu indicatif tant qu'on n'a pas le contexte. On peut pas très bien savoir juste sur l'intensité de la douleur ce qu'on a en fait. Et d'ailleurs, l'intensité de la douleur, elle est décorrélée de la gravité du problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir très très mal et en même temps ne souffrir de quasiment rien, comme on peut ne pas avoir très mal et s'être complètement fracturé le bassin. Donc, c'est pas un indicateur très, très fiable, on va dire. Et en tout cas, c'est un indicateur qui dépend beaucoup, et vraiment beaucoup du contexte et de comment on comprend le contexte. Donc, à nouveau, j'ai fait une slide qui résume ce que je viens de dire. Donc, c'est une expérience. Ce qu'on retient, c'est que c'est subjectif. Sensoriel, ça repose sur notre capacité à percevoir le monde et notre corps. Et émotionnel, c'est en partie une émotion et ça peut être associé à d'autres émotions. Désagréable, on l'a dit normalement. Et la douleur est différente de la blessure. Ça peut être une vraie lésion. Ça peut être une lésion potentielle, c'est-à-dire un peu avant la lésion. Et ça peut être aussi pas du tout une lésion. Donc, là, j'ai rajouté que l'expérience dépend du contexte et de l'interprétation de la situation. C'est-à-dire que si vous pensez que c'est très grave, potentiellement vous avez un mouvement traumatique et donc une chute, un truc comme ça, et vous vous dites que c'est très grave, il y a des chances que vous ayez beaucoup plus mal que si vous vous dites que c'est pas trop grave. Donc, comment vous allez visualiser la situation, comprendre la situation, ça va avoir un gros impact, et comprendre le contexte et comprendre la situation, ça va modifier l'intensité de la douleur et à quel point la douleur elle est désagréable ou pas, justement. Donc là, on arrive, donc là, ça floute un peu finalement ce que c'est que la douleur, et ça montre que juste avoir mal, ça ne dit pas encore grand-chose, et que ce à quoi on doit s'intéresser, c'est vraiment dans quel contexte ça apparaît et comment on comprend la situation. Donc, je vous ai fait un algorithme, je pense qu'on dit comme ça, avec les 3 grands types de douleurs. Donc, la douleur nociceptive, c'est celle qui est en vert là. Ça, c'est ce qu'on connaît tous et c'est ce qu'en général, on suppose être la douleur. C'est que si on résume beaucoup, il y a des tissus qui sont irrités ou sensibles ou abîmés. Donc là, on est sur le lésion réelle ou lésion potentielle. Ça veut dire en gros, votre corps vous alerte qu'il y a des tissus qui vont bientôt s'abîmer et ou qui sont déjà abîmés. Donc en général, les caractéristiques, c'est que c'est assez récent. Vous allez avoir un micro-traumatisme et ou un traumatisme.
Et quand vous allez tester, faire des mouvements, en général, ça va être reproductible. C'est-à-dire que la douleur, elle va se redéclencher quasiment systématiquement quand vous allez ressolliciter le tissu. Donc, si le tissu est abîmé, à chaque fois que vous allez le solliciter, ça va faire mal. Ça peut être plus ou moins variable, mais globalement, sur ce type de douleur-là, quand les tissus sont vraiment irrités et ou abîmés, quand vous allez refaire le mouvement, ça va redéclencher. Donc ça, souvent, c'est un bon signe qu'on est plutôt du côté de la douleur nociceptive, donc que les tissus sont abîmés, c'est que c'est récent, il y a eu un trauma que vous arrivez plus ou moins à identifier, et vous arrivez à reproduire de manière relativement fiable. Et ensuite, ça peut être aussi, quand c'est la lésion potentielle, il y a parfois un peu ce truc de diminuer à chaud et puis ça revient à froid le lendemain. C'est globalement que la zone est un peu irritée, mais quand on est, quand on fait du sport, ça passe un peu au second plan parce que c'est pas encore vraiment abîmé. Et puis après, directement, quand on est à froid, on le ressent un petit peu. Globalement, la zone, elle est un peu surmenée. La sursollicitation en général, et puis il va y avoir des micro-traumatismes dans la lésion. Donc dans ces cas-là, l'axe de traitement, c'est vraiment la décharge. Ça veut dire qu'il faut diminuer le stress sur les tissus, puisque les tissus, ils sont soit déjà abîmés, soit ils vont bientôt être abîmés. On va essayer de prévenir ça en déchargeant un petit peu, mais attention, c'est différent du coup du repos complet. C'est-à-dire que quand on vous dit il faut décharger, il faut diminuer la sollicitation, ça ne veut pas dire qu'il faut juste aller dans le canapé et rien foutre. Il faut continuer à bouger, mais à une dose qui soit beaucoup plus supportable pour le corps. Et donc, on diminue pour que le corps puisse récupérer. Et puis ensuite, petit à petit, donc comme Cédric disait aussi juste avant, on met en place un sommeil correct et une nutrition correcte. Et ça, même, de toute façon, c'est intéressant de le faire même en dehors des douleurs. Mais en gros, on met le corps dans une condition de récupération. On commence par un temps de décharge de repos partiel, on continue à bouger. Et puis après, petit à petit, on va remettre en charge de manière progressive pour reconstruire les tissus au moins au niveau qu'ils avaient avant. Et si possible, même, on va faire du renforcement pour venir dépasser la capacité des tissus avant la blessure. Et donc, essayer de prévenir l'apparition d'une nouvelle lésion sur ces tissus-là en renforçant. Et puis après, évidemment, en bonus, vous avez la thérapie manuelle, le massage, l'hypnose, qui vont se surajouter, qui vont rendre le moment de la récupération plus supportable, plus confortable, et qui peuvent aussi accélérer la guérison des tissus. Et ça, Delphine va vous en parler après, justement, d'un peu tout ce que vous allez pouvoir faire un peu plus en détail pour accompagner la guérison de ces tissus-là. Et j'ai aussi une infographie juste après que je vous donnerai et qui donne en gros les grandes lignes quand on se blesse, donc quand les tissus sont vraiment abîmés, qu'est-ce qu'on fait dans l'ensemble. Et ça peut vous donner une indication aussi si vous vous retrouvez chez un professionnel de santé qui ne vous recommande pas du tout quelque chose qui est en accord avec ces grandes lignes-là, vous saurez qu'il faut peut-être changer d'endroit parce que c'est des choses qui sont en progression, en avancée. Et donc, il y a plein de choses sur lesquelles on revient. Par exemple, la glace, avant on disait repos, immobilisation, glace. Ça, c'est complètement dépassé. On n'est vraiment pas du tout sur ça. Et donc c'est assez intéressant de savoir ce qui est plus à jour. Et donc, décharge partielle et remise en charge progressive, déjà, ça résume plutôt bien. Donc, ensuite, ce qui est moins connu, ça va être la douleur neuropathique. Donc ça, c'est qu'il y a une problématique de nerfs, si on résume un peu trop. Et ça, globalement, c'est dans tous les cas, il va falloir consulter parce que pour bien identifier, parce que si je reviens rapidement sur les douleurs nociceptives, il faut quand même qu'on arrive à identifier est-ce que c'est une fracture, est-ce que c'est une fracture de fatigue, est-ce que c'est plutôt une contusion, est-ce que c'est une contracture, est-ce que c'est une déchirure, est-ce que c'est une élongation, est-ce que c'est une entorse, est-ce que l'entorse c'est avec juste élongation ou est-ce que c'est une rupture partielle, est-ce que c'est une rupture totale, est-ce que y a quelque chose d'abîmé au niveau des cartilages, etc., etc. Et donc ça va quand même nécessiter assez souvent un diagnostic fait par un professionnel pour savoir précisément si les tissus sont abîmés, à quel grade ils sont abîmés, et donc ensuite pour bien orienter la remise en charge progressive. Et au niveau de la douleur neuropathique, c'est quasiment impossible, à moins que vous soyez vraiment très renseigné, de faire votre diagnostic par vous-même. Et même les professionnels de santé, moi, il n'y a encore pas si longtemps que ça, je faisais très mal les diagnostics de ce type de douleur-là. Donc, ça, dans tous les cas, ça va être avec un professionnel de santé, si possible, formé pour ça.
Et donc, les trucs qui vont vous aiguiller à aller consulter pour ce type de douleur-là, c'est si vous avez des douleurs qui irradient des cervicales dans le bras, si vous avez des douleurs qui irradient du bas du dos dans la jambe, s'il y a des signes parmi ceux qui sont là, décharge électrique, fourmillement, picotement, brûlure, sensation de froid douloureux, engourdissement, perte de force, etc. Ça, dans tous les cas, consultez et consultez assez vite. Parce que il y a plein de cas dans lesquels c'est réversible, c'est pas un vrai problème, c'est assez bénin, ça guérit vite. Mais plus on attend, plus on s'expose à une perte de chance d'avoir quelque chose de complètement réversible. Et perdre le fonctionnement d'un nerf, c'est quand même pas mal embêtant. Donc, globalement, si vous avez ce genre de signe-là, ça se soigne bien, mais allez consulter assez rapidement pour bien identifier quel est le problème précis et puis pouvoir passer sur le traitement assez rapidement. Et donc souvent, le traitement, ça va être de l'activité cardiaque. Enfin, j'ai mis des et ou partout, effectivement, parce que en fait, ça dépend énormément de ce qu'on diagnostique. Donc, est-ce que le nerf il est comprimé? Est-ce que le nerf il est irrité? Est-ce qu'il y a une hernie discale peut-être aussi en plus? Enfin, il y a beaucoup de choses différentes. Est-ce qu'on est sur une douleur neuropathique centrale, une sclérose en plaques éventuellement, mais je vous le souhaite pas. Enfin bref, donc dans ces cas-là, s'il y a décharge électrique, fourmis, picotement, brûlure, juste un de ces trucs-là, ou même juste la douleur qui est à la fois dans le cou et à la fois dans le bras, ça vaut vraiment le coup d'aller consulter et de faire un bilan neuro. Et donc le troisième type de douleur, c'est ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques. Et ça, en gros, ça se traduit par une problématique qui est plus globale. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que la douleur, elle était très dépendante du contexte. Donc, c'est important de savoir que cette douleur-là, là, qui est en bleu, elle peut se rajouter aux deux autres. On n'est pas obligé. C'est pas parce que y a 3 catégories qu'on est forcément dans une seule des catégories. On peut avoir les 3 catégories en même temps. Et la troisième catégorie, là, les douleurs nociplastiques, elles ont tendance à venir se rajouter quand même sur les deux autres. Et ça, c'est plus une sorte de sensibilisation globale du corps à la douleur, une sorte d'hypersensibilisation, d'hypervigilance sur la douleur. En général, ça concerne quasiment exclusivement des douleurs qui sont soit persistantes, soit récurrentes. Ça veut dire que si c'est la première fois que vous avez une douleur et qu'il y a eu un traumatisme, c'est clairement pas cette catégorie-là. En général, il y a déjà eu une expérience précédente de douleurs dans la région et ou d'autres douleurs pas trop loin. Et c'est ça qui fait que, en fait, c'est cette expérience passée qui fait que le corps, il est un peu plus vigilant, il est un peu plus aux aguets sur cette région-là et il va avoir tendance à déclencher les douleurs plus facilement parce qu'il va chercher à plus protéger cette région-là. Et donc, ces douleurs-là, elles évoluent souvent par poussée, par crise. Et quand on est en crise, souvent, on va avoir une protection neuromusculaire, c'est-à-dire une grosse contracture et ça peut être très, très douloureux, ça peut être très embêtant. J'en fais moi-même l'expérience régulièrement. Et cette protection neuromusculaire-là, même si elle est hyper douloureuse, en vrai, elle n'est pas du tout grave. Parce que c'est vraiment le système qui déclenche une surprotection. Et donc, il faut plutôt se rassurer à ce niveau-là. Et globalement, souvent, ça va apparaître en période de fatigue, de surmenage, et ça va tout le temps quasiment être associé avec du stress extérieur, de l'anxiété, de la dépression, sachant que pas mal de patients qui souffrent de ce type de douleur-là sont alexithymiques, c'est-à-dire un mot barbare juste pour dire qu'ils ne perçoivent pas, ils ne reconnaissent pas forcément bien leurs émotions. Donc, parfois, vous avez l'impression de ne pas être du tout stressé, mais ça ne veut pas dire que votre corps ne subit pas le stress. Cédric vous en a parlé aussi un peu plus tôt. Rien que faire du sport déjà peut mettre le corps à rude épreuve, donc, ou même au niveau de l'alimentation, etc. Enfin bref, il y a tellement de facteurs. Donc, ce n'est pas parce que vous ne vous sentez pas forcément stressé qu'il n'y a pas un facteur stress, surtout s'il y a un tableau de douleur nociplastiques. Donc de problématiques plutôt globales. Et ça se traite globalement plutôt sur le long terme par un apprentissage. Et ça va être un mélange à la fois de physiothérapie, c'est-à-dire de thérapie par le mouvement, de thérapie corporelle et de psychothérapie sur tout l'aspect gestion du stress, anxiété, dépression, fatigue, etc. Et donc, la méditation, l'hypnose, la psychoéducation sont super importantes et l'activité physique aussi.
Je crois que j'arrive sur la fin. Juste, j'avais rajouté ce truc-là, donc qui est le protocole qu'on utilise aujourd'hui quand on est vraiment blessé. Donc, rappelez-vous, c'est juste pour les douleurs en verre clair, c'est-à-dire là où il y a vraiment les tissus, muscles, os, tendons, ligaments, organes, etc., qui sont abîmés. Mais c'est pas pour les problématiques de nerfs et c'est pas non plus pour les problématiques plus globales qui peuvent aussi déclencher des douleurs. Et donc ça, je vous laisserai le lire, mais donc en gros, ce qu'on va chercher, c'est au début, on décharge. Le PIS, c'est plutôt la décharge, le moment où on fait plutôt du repos. Et ensuite, la remise en charge, c'est le LOVE. Et donc, c'est tout ce qu'on fait pour redevenir plus fort et pour accompagner la guérison des tissus. Et vous voyez que globalement, remise en charge, vascularisation, donc activité cardiovasculaire et continuer l'exercice. Globalement, il y a vraiment une notion de garder du mouvement et continuer et se remettre en mouvement. Et même sur les fractures. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur ça. Il y a pas toutes, mais il y a certaines fractures pour lesquelles aujourd'hui le traitement, c'est un traitement conservateur, donc sans opération, où on préconise le retour au mouvement le plus rapide possible. Donc, il y en a encore quelques-unes, on immobilise évidemment, parce que les contraintes sont trop importantes, mais globalement, c'est pour vous dire, même pour les fractures, l'idée, c'est de retourner vers l'activité physique, de retourner vers le mouvement assez rapidement. Voilà, voilà. J'espère que c'était clair. Ouais, nickel. Merci. Ouais, bien cool. Il y a juste John, mais on reviendra dessus, mais il demandait qu'est-ce que tu Ah oui, appelles je voyais pas le chat. Ah, c'est quoi la psychoéducation? En gros, c'est de comprendre. En vrai, c'est de l'éducation, on pourrait dire, mais c'est juste que peut-être c'est nous qui faisons de la branlette intellectuelle en mettant le mot psycho devant, mais c'est histoire de dire que c'est pas un cours donné de manière très factuelle comme ça, où c'est plutôt une interaction, une discussion qui va permettre de petit à petit comprendre aussi quels sont les tenants et les aboutissants de la pathologie, mais de manière très adaptée à la personne en fonction de ses croyances, etc. Et pas un truc, juste un cours très standardisé comme on sait faire. Yep. Voilà. Ok, cool. Merci. Merci à vous d'avoir écouté. Delph. Non, Ouais. c'est pas un diagnostic. C'est un moment. On en parlera à l'académie, mais je t'expliquerai ça. Hop. Yep, Delph. Ouais, je vais essayer de partager mon écran. Non, tu vas pas essayer, tu vas le faire. Voilà, je voudrais partager celui-là. Hop. Est-ce que ça marche pour vous? Yes, ça arrive. Nickel. Ok. Donc là, on va être assez pragmatique, on va être un peu moins dans la théorie et en gros, je vais essayer de vous aider à comprendre si vous avez mal, qu'est-ce que vous faites. Alors, on s'entend si vous avez mal dans le cadre plutôt justement des entraînements à l'académie. Alors, on va parler de l'inflammation, du froid, du chaud, des médicaments, du strapping, des étirements, de l'auto-hypnose et des adaptations de l'entraînement. Ça va recouper pas mal de notions qu'on a déjà vues avec tout ce qui nous a été présenté. Alors, l'inflammation, est-ce qu'on lutte contre une inflammation aiguë? Donc, l'inflammation, il faut que vous voyez que c'est vraiment votre processus de réparation de vos tissus. C'est ce qui permet la cicatrisation. Donc, on n'aura pas de réparation tissulaire sans inflammation. C'est vraiment un mécanisme de défense qui est automatique, spontané et indispensable. Et il nous permet d'avoir une restructuration cellulaire, donc d'avoir tout ce dont on a besoin pour que le tendon, l'élasticité, la raideur, etc., puisse revenir si par exemple il a été lésé. L'inflammation, elle ne doit être donc, comme c'est le processus de cicatrisation, elle ne doit être ni freinée ni réduite. Donc on ne lutte pas contre une inflammation aiguë, c'est-à-dire récente, parce que sinon, c'est comme si vous faisiez venir des ouvriers chez vous pour qu'ils fassent des travaux et que vous leur disiez non, non, vous bossez pas, je vous ouvre pas la porte. Ça sert à rien de lutter contre l'inflammation, puisque là, on n'a plus de phénomène sinon cicatrisant.
Quand on a une inflammation, est-ce qu'on continue de bouger ou est-ce qu'on s'arrête? Eh ben, on va continuer de bouger puisque vos molécules, en gros, elles arrivent. Mais en fait, le mouvement, il va permettre d'orienter la cicatrisation. C'est comme si vous aviez un trou dans votre jean. Vous allez décider, le mouvement que vous allez mettre sur votre jean, il va vous permettre de savoir qu'il faut renforcer plutôt en longueur ou plutôt en épaisseur ou plutôt en largeur et pas forcément un truc à 360 degrés qui va pas du tout correspondre à une orientation fonctionnelle. Si votre ligament, au lieu de cicatriser bien en longueur, les fibres bien les unes parallèles aux autres, elle cicatrise à 360 degrés, on va avoir une cicatrisation dégueulasse qui, quand vous allez vous remettre en mouvement, va vous poser problème parce qu'il y aura des points d'attache qui ne correspondent pas à la réalité de vos mouvements, etc. Donc, si vous vous êtes blessé un ischio-jambier, donc les muscles à l'arrière de la cuisse, on va continuer quand même de mettre des mouvements sur ce tissu-là, des mouvements doux, des mouvements répétés, afin que les tissus, la cicatrisation, elle soit orientée par rapport à la demande que vous allez faire de votre tissu. Donc, un footballeur, il va adapter sa cicatrisation pour son jeu de football et un danseur, il va avoir une cicatrisation qui sera adaptée à ses contraintes d'élasticité, par exemple. Parce que si on cicatrise un danseur comme un footballeur, on aura des problèmes puisqu'on aura d'un côté un muscle trop court ou chez un footballeur un muscle trop long. Si on a étiré l'ischio d'un footballeur, on ne va pas lui avoir rendu service au gars parce qu'on aura, au lieu d'avoir un tissu bien raide et bien répondant, on a un tissu beaucoup trop mou qui va se reblesser. Donc l'inflammation, on ne lutte pas contre. Et on la laisse faire, elle est automatique, on n'a rien à faire. Donc, on n'agit pas contre et on met quand même du mouvement pour optimiser, non pas pour la faire accélérer ou quoi que ce soit, mais juste pour optimiser le processus. On crée la demande adaptée. Quand on a mal, souvent, on glace. On se pose la question, est-ce qu'il faut que je glace? Alors, quand vous avez mal, oui, vous pouvez glacer pour lutter contre la douleur. Parce que la glace est un analgésique naturel, puisque le signal froid va arriver à votre cerveau avant le signal de douleur. Donc, on utilise ce processus-là pour utiliser l'analgésie. Donc, le fait d'avoir moins mal. Donc, quand vous avez mal et est-ce que vous avez envie de mettre de la glace, allez-y, ça vous évitera de prendre un médicament. Par contre, si vous mettez de la glace en pensant lutter contre l'inflammation, bien, on vient de voir que ce n'est pas une très bonne idée puisqu'on n'a aucune intention de lutter contre notre inflammation. Et en plus, c'est juste une croyance puisqu'on a prouvé que dans les études que la glace n'avait aucun impact sur l'inflammation réelle. C'est beaucoup trop... mais pendant combien de temps après c'est efficace? C'est efficace la glace juste quand tu as mal. Si tu as mal, tu glaces, ça va marcher. Mais au bout de 10 minutes, tu peux arrêter de glacer parce que ton pack de froid, en général, il pue assez froid pour contrer le signal de la douleur. Donc, on n'utilise pas la glace pour lutter contre l'inflammation et on n'utilise pas la glace non plus pour lutter contre l'œdème. Votre œdème, il est là parce qu'il y a une inflammation. En fait, votre œdème, c'est juste vos vaisseaux qui se dilatent pour que les cellules qui viennent pour réparer le tissu qui vient d'être lésé, par exemple le vaisseau sanguin qui vient d'être rompu, il faut bien qu'il y ait des cellules qui arrivent pour réparer. Et donc, vos vaisseaux se dilatent pour que les cellules qui viennent réparer puissent sortir de la circulation sanguine. Et aussi pour que les déchets que vous venez de créer avec la lésion, avec votre déchirure musculaire par exemple, il faut bien remettre tous les déchets qui ont été produits, il faut les remettre dans la circulation sanguine pour qu'ils soient retraités. Si les vaisseaux restent restent au même diamètre, c'est difficile pour les cellules d'entrer et de sortir puisque la circulation sanguine, elle est rapide, elle va vite. Le fait qu'il y ait dilatation, il y a ralentissement du débit sanguin et du coup, les échanges cellulaires, les échanges métaboliques sont facilités. Et en plus, comme ça, les cellules sortent au bon endroit parce que vous imaginez, si votre vaisseau, il est pareil partout, quand vous luttez contre l'inflammation, il n'y a plus de dilatation. Les cellules, l'élastine qui arrive pour réparer, par exemple, votre tendon, elle ne sait pas où il faut sortir exactement puisque
ça va partout à la même vitesse, il n'y a pas d'indication, c'est à cet endroit-là qu'il faut que je sorte. Quand le vaisseau est dilaté, la molécule, elle peut arriver, elle sort au bon endroit pour venir cicatriser. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas la glace pour diminuer l'œdème, on n'utilise pas la glace pour lutter contre l'inflammation, on utilise la glace que pour lutter contre la douleur. Et donc, pour dire à John, bah, tu l'utilises une dizaine de minutes quand tu as mal. Et si tu n'as pas mal, ça ne sert à rien. La cryothérapie corps entier, donc douche froide, bain glacé ou machine à créer du froid, ça peut avoir des effets spécifiques intéressants, comme le disait Cédric, mais seulement ça répond à des protocoles voilà, plutôt particuliers. Donc dans ces cas-là, pour la cryothérapie, il vaut mieux demander conseil voilà, des spécialistes, puisque c'est des bonnes choses, mais c'est un peu plus complexe à utiliser tout seul pour soi. Ça fait un bon boost au niveau du système métabolique, mais c'est pas à faire n'importe où, n'importe comment, c'est pas à faire, comme vous le disiez Cédric, à distance de l'entraînement, etc. Donc pour ça, pour la cryothérapie corps entier, il vaut mieux demander conseil. Est-ce qu'il faut mettre du chaud? Alors oui, pareil, vous mettez du chaud si vous avez mal. Vous pouvez mettre du chaud si ça vous soulage, car le chaud comme le froid ont un effet antalgique, mais ça n'a pas d'autre effet. Donc, si mettre une bouillotte, prendre un bain chaud ou mettre un patch chauffant, ça améliore votre douleur, bah, vous pouvez utiliser. Si c'est dans un autre objectif, ça ne sert à rien. Le chaud ne va pas décontracturer vos muscles, le chaud ne va pas modifier votre métabolisme d'une quelconque façon, c'est juste que c'est un analgésique naturel, puisque l'information chaud ou froid, elle est prioritaire sur le signal de douleur dans le système de transmission de la douleur. Donc, vous allez choper le chaud ou le froid parce que le corps, il pense que c'est prioritaire par rapport au signal de douleur. Est-ce que quand vous avez mal, faut-il prendre des médicaments? Donc là, quand vous n'avez pas consulté, la douleur va être un indicateur. Si vous n'avez plus mal, vous allez manquer d'avoir certaines informations. C'est un peu comme si votre GPS il était coupé, donc vous allez peut-être vous mettre à faire certains mouvements ou à faire certaines activités qui sont contradictoires avec l'état de vos tissus. Donc globalement, c'est pas forcément une très bonne idée de couper le signal de la douleur. Donc les anti-inflammatoires, comme le Nurofen, l'ibuprofène, les corticoïdes, le cortisol, etc., vous n'en prenez pas, sauf avis médical. Bien sûr, si le médecin vous prescrit des anti-inflammatoires, vous pouvez suivre ce que le médecin vous dit, c'est toujours l'avis médical qui prévaut. Mais quand c'est de votre propre chef, les anti-inflammatoires sont en général à proscrire. Est-ce que vous pouvez prendre du paracétamol, Doliprane, etc. Là, bah, vous pouvez en prendre. C'est pas comme les anti-inflammatoires. Il n'y a pas d'effet autre que sur le signal de douleur. Par contre, bah, voilà, vous risquez, comme vous avez moins mal, vous allez vous resservir de votre articulation ou comme si vous n'aviez pas mal, et c'est pas forcément une bonne chose pour la cicatrisation. En gros, vous pouvez prendre du Doliprane, ça ne pose aucun problème. Maintenant, si vous devez prendre régulièrement du Doliprane parce que vous avez mal, il faut se poser des questions. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne. Et au bout de, si vous êtes à 3 jours de Doliprane, il faut consulter parce que ce n'est pas du tout normal de devoir prendre du Doliprane. Maintenant, ça ne sert à rien non plus de souffrir pour rien. Si vous avez mal quelque part et que ça vous empêche de mener une activité de votre vie quotidienne comme une réunion ou une activité familiale importante, prenez un Doliprane, ça ne changera pas votre vie. Hein. Les antalgiques de niveau 2 et 3, donc les opioïdes, la codéine, le tramadol, le labaline et autres joyeusetés, bien sûr, ceux-là, vous les utilisez que sur avis médical dans le cadre de la pathologie que vous avez à l'instant T. Si vous en avez déjà eu parce que vous étiez fait une fracture, une entorse ou vous avez été opéré et qu'il vous en reste, vous ne réutilisez pas. Ça n'a aucun intérêt. C'est des médicaments qui sont extrêmement spécifiques et donc plutôt dangereux. Les crèmes, les crèmes anti-inflammatoires, les baumes du tigre, les huiles essentielles, alors là, vous faites comme vous voulez. Quand la douleur est aiguë, ça peut fonctionner. Et il n'y a pas de contre-indication majeure, donc vous pouvez toujours tenter si vous avez mal. Mais l'effet
si ça fonctionne, vous l'utilisez. Si ça ne fonctionne pas, vous abandonnez. Les effets sont tout au mieux, ça marche, donc il n'y a pas d'effet secondaire négatif. Donc vous pouvez en utiliser. Si vous avez mal, on pose souvent la question, est-ce qu'il faut strapper? Donc, quand c'est au dojo, les orteils, quand vous avez mal aux orteils, aux chevilles, aux doigts ou aux poignets, oui, je vous conseille de strapper. Souvent, je vous conseille de les strapper par 2 parce que pour limiter la mobilité dans le mauvais sens, c'est plus efficace quand vous les strappez par 2. Vous utilisez des bandes type strapal qui sont non élastiques ou des bandes élastiques, c'est comme vous voulez, ça marche pareil. Au niveau des chevilles et des genoux, vous pouvez aussi strapper, mais c'est un petit peu plus, comme c'est des articulations qui sont plus volumineuses, c'est des fois un peu plus complexe de strapper les chevilles et les genoux. Il existe des attelles souples de type un peu chaussettes qui sont compressantes, qui font des compressions et qui peuvent être plus faciles que le strap. Le strap, c'est pareil, c'est temporaire, ça peut marcher parce que vous êtes retourné 2 orteils ou 2 doigts pendant quelques jours, mais vous ne devez pas l'utiliser ad vitam aeternam. Si vous êtes retourné les orteils ou les doigts, c'est maximum 15 jours, 3 semaines de strap à chaque entraînement. Après, il va falloir vous en passer parce que vos articulations, elles doivent récupérer. C'est comme si vous preniez une béquille, vous ne gardez pas la béquille ad vitam aeternam. Donc, c'est pas maintenant que vous êtes fait mal aux doigts, je me strapperai toujours les doigts au dojo. Ça ne peut pas fonctionner. Par contre, quand vous allez sevrer le strapping, c'est-à-dire quand vous allez l'enlever, vous n'allez pas forcément l'enlever tout le temps, à toutes les séances, tout de suite. Parce que là, vous passez d'un mode hyper protégé à un mode normal, ça ne va pas le faire. Donc, par exemple, vous enlevez les straps 1 séance sur 2 au départ. Et puis après, vous les enlevez 2 séances sur 3 et puis vous voyez comment ça évolue. Donc, vous les enlevez progressivement. Mais si au bout de 3 semaines, vous êtes toujours obligé de strapper tellement vous avez mal, c'est pareil, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut consulter. Le strap, il peut durer maximum 3 semaines. Sinon, c'est que la lésion, elle est plus importante. Un tissu, il met quand même, globalement, il met autour de 3 semaines pour cicatriser. Donc, quand ça dépasse 3 semaines, c'est que il faut souvent consulter. Est-ce que quand j'ai mal, je m'étire? Alors, ça va dépendre des cas. Parce que si on a une contracture, une tendinite, une luxation, une entorse, on ne va pas dire la même chose. Donc, quand on n'a qu'une contracture, si vous êtes sûr que c'est une contracture, c'est très bien d'étirer. Vous étirez doucement, souvent et pas fort. Si vous avez une tendinite, une luxation, une entorse, ce n'est pas une bonne idée d'étirer parce que le tissu, il est déjà endommagé. On ne continue pas à tirer dessus. Dans tous les cas, si vous faites des étirements doux, ça ne pose pas vraiment de problème. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on est souvent là. Il y a toujours un de nous 4 ou à Ponk, vous vous demandez si ça peut être une bonne idée. Les étirements, quand on a mal, c'est pas pour gagner de l'amplitude. Donc, c'est des étirements juste pour redonner à la fibre sa longueur initiale. Donc, c'est pas le moment où on va chercher à gagner son grand écart, où on va gagner de l'amplitude au niveau des épaules. C'est vraiment juste se dire, tiens, ma fibre, elle a travaillé trop dans un sens, j'essaye de la remettre à son état initial. Les étirements pour gagner de l'amplitude, c'est des étirements que vous faites qui sont plus intenses, plus réguliers, mais que vous faites quand vous allez bien. C'est pareil que l'image du jean, si vous avez craqué votre jean, si vous tirez dessus, ça va se déchirer quand même plus facilement. Donc, ce n'est pas forcément le moment de tirer sur votre nerf qui vient peut-être déjà d'être irrité. Ce n'est pas forcément une bonne idée. C'est pour ça que l'étirement sur la douleur, à part pour la contracture musculaire, c'est moyennement recommandé. Mais ça va vraiment dépendre de chaque cas. L'auto-hypnose, donc ça marche, oui. Comme vous pouvez appeler ça la relaxation, la sophrologie, la visualisation. Toutes ces méthodes, ce sont des aides pour gérer la douleur et pour améliorer les capacités de récupération. Il faut voir que c'est quand même une des rares méthodes où on a réussi à prouver de façon avec des études fiables les effets. Donc, on a du mal à prouver les effets du massage, on a du mal à prouver les effets des étirements, on a du mal à prouver les effets du renforcement, mais on arrive à prouver les effets de l'hypnose. Donc, en fait, c'est des méthodes qui fonctionnent très bien. Donc, c'est sans effet secondaire.
par contre, ce sont des méthodes qui, comme demandent de l'entraînement, comme toutes les méthodes de travail. Donc, si vous imaginez que parce que vous êtes fait une entorse, vous allez tout d'un coup pouvoir utiliser de l'auto-hypnose pour gérer la douleur, ça va être plus difficile que si vous avez l'habitude de travailler l'auto-hypnose d'une façon générale pour votre récupération quand vous allez bien, que vous savez ce qui marche sur vous ou pas, et là, vous pouvez le réutiliser au moment où vous avez mal, parce que vous allez être, c'est comme une technique, hein, si vous l'avez travaillé suffisamment souvent, vous allez pouvoir la réutiliser un peu plus facilement que si vous avez décidé de l'utiliser juste une fois parce que vous venez de l'apprendre. Donc, par contre, voilà, ça a un effet extrêmement prouvé, extrêmement efficace, donc c'est un peu dommage de ne pas s'en priver vu la facilité de ce moyen de récupération. Et en plus, on a la chance depuis le début de l'année d'avoir à chaque fin de cours quand même un rituel où on le pratique tous. Et donc, en fait, vous avez quand même déjà les clés. Vous n'êtes pas lancé dans la nature sans savoir ce que c'est. Vous pouvez refaire simplement le 3-2-1 et travailler sur votre récup. Conclusion, entraînement et douleur, qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne pas quand j'ai mal aux orteils, aux genoux, aux doigts. Alors, ça va dépendre en fait du type de douleur que vous avez. Les facteurs qui nous font penser que la douleur n'empêche pas votre activité, c'est que si la douleur s'arrête, quand vous arrêtez le mouvement douloureux ou quelques minutes après, ça, en général, c'est un bon signe, c'est-à-dire que le tissu, il souffre pas beaucoup. Si vous évaluez la douleur à moins de 5 sur 10, c'est-à-dire que vous l'évaluez comme une gêne, c'est pas vraiment une douleur, c'est désagréable, mais c'est pas vraiment de l'ordre de la douleur. Et si, globalement, de jour en jour, vous sentez que vos orteils, ils se remettent, ça va être des facteurs qui vont nous faire dire que vous pouvez poursuivre votre entraînement. Il ne faut pas l'arrêter. Vous allez peut-être le diminuer en intensité, vous allez peut-être faire attention à vos orteils, les strapper, etc. Mais vous n'allez pas arrêter l'entraînement. Les facteurs qui font plutôt penser que là, il va falloir quand même créer de l'adaptation, voire consulter ou arrêter l'activité qui pose problème, c'est si la douleur, elle est à plus de 5 sur 10, si la douleur, elle vous réveille la nuit, si elle se maintient même le lendemain du mouvement douloureux, ou si elle augmente de jour en jour. Là, en général, ça veut dire que la reprise de l'entraînement telle qu'elle, c'est pas une bonne idée. Si vous vous êtes fait mal au cervical à un entraînement le mardi, que le lendemain, le mercredi, vous avez encore super mal au cervical, que c'est pas passé, que vous avez passé une nuit pourrie à cause de cette douleur-là, l'entraînement du mercredi, il peut pas être comme d'habitude. Il va falloir peut-être pas faire d'entraînement de JJB. Par contre, ce qui ne veut pas dire pas s'entraîner. C'est-à-dire que ce jour-là, ça sera plutôt peut-être un entraînement du renforcement, ça sera peut-être du vélo, de la piscine, quelque chose qui ne met pas en danger vos cervicales. Par contre, en aucun cas, je vous conseille d'arrêter l'entraînement, car si en plus de limiter le problème cervical, vous perdez tous vos acquis musculaires, neuromoteurs, etc., c'est vraiment dommage. Donc, en général, adaptez votre entraînement, espacez peut-être certaines séances, vérifiez comment optimiser à ce moment-là ce que nous disait Cédric, hein, optimiser votre sommeil, votre nutrition sur ces périodes-là. Et en général, on peut reprendre assez rapidement. Voilà, voilà. Au top. Nickel. Merci. Merci. Hein. Merci beaucoup. Alors, à tous, vous aurez, je vous mettrai la vidéo en ligne, vous pourrez la récupérer, vous pourrez la regarder, vous pouvez, moi ce que je vous invite à faire, c'est commencer à écrire des questions si vous en avez, et on se refera un petit podcast comme ça, où on fera juste des questions-réponses sur tout ce que vous avez, pour que vous puissiez avoir des précisions peut-être plus perso à certains moments. Est-ce que ça va à tout le monde? Oui, il n'y a pas de housse de toute façon, mais Donc, on remercie vraiment les intervenants. C'est super sympa d'avoir pris du temps pour ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant, important pour chacun d'entre nous. Ça nous permet d'apprendre plein de choses et de peut-être mieux structurer certaines choses. Donc, merci beaucoup du temps que vous avez consacré. C'est top. C'est génial. Je pense qu'en plus, cette vidéo, on pourra la repasser d'année en année. Ça fera du bien à tout le monde. Merci. Yes. Au top. Merci à tous. C'était top. Qu'est-ce qu'il y a?
Non. Bon, bah, on se voit demain pour ceux qui sont là. On se voit samedi pour ceux qui sont là ou semaine prochaine. Merci à vous. Et puis, je vous file le lien de toute façon dans la newsletter. OK? Ok. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci.